Bonjour à tous et bienvenue pour la réunion de présentation des résultats annuels et du nouveau plan stratégique de Claranova, l'exercice 2023-2024. Cette réunion durera environ 45 minutes pour laisser la place aux questions. Questions à la fois de la salle et puis questions à distance que vous pourrez poser directement sur la plateforme ou par le numéro de téléphone qui s'affichera tout au long de la présentation. Je donne à présent la parole à Éric Garot, le directeur général de Claranova. Bonsoir, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir d'avoir l'opportunité ici de vous recevoir à Paris. Évidemment, pour moi, c'est en même temps cette opportunité, cette première fois où j'ai l'opportunité de vous parler des résultats. Évidemment, aujourd'hui, dans le déroulement, je laisserai Xavier parler des résultats annuels, mais je prendrai, je pense, une portion qui est fort attendue. Évidemment, on a toujours un peu ces échos des gens qui attendaient ce nouveau plan stratégique. Donc, on vous partagera avec grand plaisir comment qu'on voit l'avenir chez Claranova. Essentiellement, pour les gens qui ne me connaissent pas, écoutez, j'ai plus de 20 ans maintenant d'expérience au niveau de la technologie. Je suis un des membres fondateurs canadiens qui a démarré ce business initialement sur Montréal. J'ai également travaillé dans une boîte française, donc chez L'Oréal, mais au Canada, à titre de directeur commercial pendant 4 ans. Et évidemment, on fait différentes choses à travers ma carrière. J'ai eu l'opportunité également de travailler pour des multinationales. Donc, récemment, depuis, vous le savez, maintenant, le 14 avril, je suis le DG de Claranova. Donc, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de m'adresser à vous et d'échanger avec vous. Et on prendra avec grand plaisir vos questions, comme Didier l'a si bien mentionné, à la fin de nos présentations. Donc, sur ce, merci. Bienvenue à nouveau. Et Xavier, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à tous. Merci Eric. Merci de nous avoir rejoints également pour cette communication dont je vais entamer sans attendre sur les résultats financiers de l'exercice. Donc l'exercice 2023-2024, clos le 30 juin 2024. Nous avions déjà communiqué notre chiffre d'affaires qui s'établissait à 496 millions d'euros. Donc stable, plus ou moins stable, mais en très légère baisse si on regarde après en taux constant, avec toujours des impacts forts en matière liés au change. Mais là, vous découvrez donc le niveau de ROC normalisé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un ROC normalisé. Donc vous avez connaissance d'ores et déjà, depuis longtemps, nous communiquons sur cet indicateur. Et donc il s'établit à 46 millions d'euros, 45,9 exactement. Donc en progression de 41% sur l'exercice. Donc une hausse très significative comparativement à l'année précédente. Ça se traduit, cette augmentation du ROC normalisé se traduit à la fois par une très forte progression d'AvanQuest, je vais y revenir, mais également, vous allez le voir, par une reprise de la rentabilité au niveau de Planet Art. Donc un peu plus en détail, sur la première ligne, les éléments liés au chiffre d'affaires. On a toujours une activité très fortement internationale. 96% de notre chiffre d'affaires se fait à l'international. Et vous avez donc détaillé les critères liés au ROC normalisé de 46 millions d'euros. Et donc une marge opérationnelle qui s'établit à 9,3. Donc nette progression de cette marge opérationnelle, elle reste en deçà de nos attentes et de nos objectifs. Nous y reviendrons, mais en progression sur l'exercice. On déplorera à nouveau un résultat net négatif de 12 millions d'euros sur l'exercice. On y reviendra. Je vous expliquerai la composante de cette évolution à laquelle malheureusement nous sommes habitués depuis quelques années. Et puis la position de trésorerie. Donc on a toujours une trésorerie très confortable de 37 millions d'euros à la fin de l'exercice. J'y reviendrai, elle est en baisse, mais vous le savez, ça a été un engagement de rembourser une grande partie de notre dette. Concernant la tendance plus longue, vous voyez ici les évolutions. Donc on a une très forte contribution, une très forte évolution d'AvanQuest, avec toute la transformation qui a été opérée depuis plusieurs années pour basculer sur un modèle pur SaaS. Au niveau de Planet Art, on retrouve un niveau plus convenable suite à la chute post-Covid et post-app-tracking. Voilà, donc Planet Art retrouve une dynamique dans cette présentation. Bon, MyDevice, qui était à l'équilibre l'année dernière, malheureusement s'établit aujourd'hui en une position négative, donc ça aurait été un peu l'exception 2023. Nous y reviendrons.
Sur la décomposition donc, du ROC normalisé, hein, les contributions, vous les avez ici, c'est 2 tiers, 1 tiers à peu près par la contribution d'AvantQuest. Hein. Si on se positionne il y a quelques années, c'était complètement à l'opposé. On voit bien la transformation qui a été menée par AvantQuest. Voilà, donc Planet Art aujourd'hui retrouve, si je peux dire, une dynamique de croissance sur cette rentabilité. Et donc c'est tout le challenge de poursuivre cette évolution. Donc le zoom sur Planet Art, nous l'avons ici. Donc le chiffre d'affaires s'établit à 365 millions, hein, donc moins 4,7 à taux réel, moins 3 à périmètre constant. Donc ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, on a un fort impact change toujours hein, sur Planet Art. C'est vrai que quand on regarde ce qu'on appelle les management reports, donc la vision business en local, en dollars et impacté d'aucun autre élément, bon, on est toujours à l'équilibre, mais en consolidation, ce qui nous intéresse, c'est un peu plus bas et principalement les impacts de change sont très forts. On a ce résultat est clairement issu d'efforts importants qui ont été menés au niveau de Planet Art, hein, de façon à reconquérir une capacité d'acquisition clientèle, de façon à améliorer l'efficacité opérationnelle, à améliorer également les coûts de façon plus générique, plus générale, voilà, et y compris, quand je parle de coûts, c'est des coûts opérationnels, y compris sur les relations avec nos partenaires logistiques et autres. Sur Planet Art, cette fois-ci, en matière de ROC normalisé sur l'exercice, hein, qui est en très forte hausse, je vous le disais, c'est le retour à une meilleure rentabilité de Planet Art. C'est principalement lié à la reconstitution des canaux d'acquisition clients. Hein. Vous le savez, Planet Art avait été fortement impacté par l'ad tracking d'Apple qui avait été mis en place. Et donc, on était un petit peu aveugle dans notre stratégie politique marketing. Et là, aujourd'hui, on a retrouvé les niveaux, je peux dire, d'avant-crise. Et c'est des éléments qui contribuent fortement à cette évolution. Concernant AvantQuest cette fois-ci, donc on a, vous vous en souvenez, on a procédé au cours de l'exercice, donc ça s'est matérialisé en octobre 2023 à une cession des activités non-core, et donc on a distingué les activités core et activités non-core. Donc vous avez la ventilation ici. Vous le voyez donc en tendance, enfin globalement, si je peux dire, toute activité confondue, la croissance est de 5%, mais si on regarde exclusivement sur la partie core, hein, qui est le fer de lance d'AvantQuest aujourd'hui, qui représente 91%. Donc petit à petit, la part du non-core diminue. Là, la croissance est de 3%. D'accord ? Vous avez un split. Alors, sur la partie basse, ce sont des données business. Hein, ce n'est pas des données auditées, mais on tenait à vous présenter la ventilation des différentes lignes métiers, hein, la partie PDF, la partie Adaware et la partie InPixio. Donc le gros contributeur, c'est la partie Adaware, suivi de PDF et ensuite par InPixio. Avec sur InPixio un vrai challenge, hein, alors, Eric en parlerait mieux que moi, mais qui est de mener une transformation pour tendre vers une clientèle, ciblage de clientèle plus B2B. Voilà, donc c'est cette phase de transition, on en reparlera. Donc là, c'est le ROC, dont je vous parlais déjà du ROC, et donc vous l'avez ici, excusez-moi. Donc sur le ROC, la contribution du ROC est en croissance de 60%, principalement sur le volet Adaware, hein, donc j'avais un petit peu anticipé, qui est en croissance lui de 65%. La partie PDF en deuxième position, avec une forte capacité à avoir augmenté le taux de renouvellement de la part de nos clients et le développement sur de nouveaux marchés. Voilà. Et puis la partie photo qui est quasiment à l'équilibre cette année et de gros projets sur cette division. Concernant MyDevice, donc je le disais, là vous avez une slide groupée, hein, à la fois volume d'activité et ROC normalisé. Donc le volume d'activité, c'est une faible croissance, hein, de 8%. On avait des dynamiques plus importantes. Par contre, on a un ARR qui reste important et qui est en constante croissance. Donc c'est positif dans les évolutions. Au niveau du ROC normalisé, donc il est
négatif de moins 1,2 million d'euros, donc en baisse, principalement en raison de l'absence de captation de R&D cette année et également sur le fait que des opérations étaient un petit peu décalées dans le temps. Voilà. Mais la plateforme reste opérationnelle, reste performante et donc on a continué à investir sur les développements et vous avez les résultats, ce qui a été fait sur l'exercice pour l'avenir. Maintenant, les résultats financiers, on va dire de façon plus formelle, presque comptable, si je peux dire. Donc, vous avez dans les éléments donc le chiffre d'affaires que vous retrouvez ici. Je vais zoomer simplement sur quelques éléments un peu stratégiques, pas vous décomposer le compte de résultat qui s'affiche. Mais les éléments à avoir en tête, c'est donc le résultat opérationnel courant qui s'établit à 39 millions d'euros. On verra derrière le ROC normalisé qui lui est publié, qui est en progression, qui a 46 millions, je l'évoquais, et en croissance de 56%. Le résultat net donc, se positionne à nouveau à moins 11 millions d'euros, net part du groupe. Donc c'est le même niveau que l'année dernière. Et vous le voyez, il y a une ligne sur laquelle je vais zoomer par la suite. C'est le résultat financier qui reste fortement négatif avec moins 34 millions d'euros. Si je repars cette fois-ci du résultat opérationnel courant, donc qui est de 46 millions d'euros, vous voyez les composantes qui sont réintégrées pour revenir de haut en bas, si je peux dire, sur la partie revenu opérationnel courant. Les frais non courants également sont présentés ici et le zoom que j'évoquais tout à l'heure sur les résultats financiers. Donc les résultats financiers sont impactés négativement donc, par le remboursement ou le mécanisme de l'Océan. Alors bien que nous ayons réussi l'opération de restructuration et de refinancement de cet Océan au mois d'avril, elle a quand même pesé sur l'exercice et le dispositif que vous connaissiez de suramortissement ou d'amortissement négatif, puisque la dette était amortie à son nominal et donc elle a cru dans le temps, a dû être impacté ici. Et donc cet impact-là s'élève à 23 millions d'euros, donc également auxquels s'ajoutent c'est détaillé plus tard, mais s'ajoutent également les intérêts logiquement liés à l'opération, à la dette, pardon, le taux d'intérêt. Une perte de change de 10 millions dans cette enveloppe de résultats financiers, donc 2 millions, donc c'est toujours négatif, mais c'est une bonne nouvelle. Nous étions à 6,6 l'année dernière, et donc c'est clairement quelque chose qui n'était pas acceptable, et donc on a engagé beaucoup d'efforts pour maîtriser ces effets de change, ces coûts de change, pardon, et donc on continuera à y travailler pour l'avenir. Et vous avez le détail pour compléter les 34 millions des charges d'intérêt globales de autres dettes de 7 millions d'euros, donc hors dette Océan. Et donc le résultat financier que j'ai déjà évoqué. Sur l'Océan, elle est volontairement détaillée ici pour que vous en ayez une meilleure compréhension. Alors dans les documents URD et autres que vous verrez, on insiste bien sur cet élément-là. Donc vous avez dans les 23,3 millions, vous avez détaillé ici l'amortissement résiduel qui est venu se rajouter comme une charge au niveau des charges financières pour 19,6 millions d'euros. Les charges d'intérêt, elles, pour 1,2 million que j'évoquais tout à l'heure, et puis les charges étalées qui sont de 2,5 millions. La perte de change, je n'y reviens pas. Et vous avez ici la charge d'intérêt sur l'exercice concernant les autres dettes détaillées. Donc le nouveau financement réalisé auprès de Shiny Capital commence à porter intérêt, vous le voyez ici. Bien évidemment, sur l'exercice, on ne voit pas l'effet de cette restructuration en complète partie, mais vous le voyez, à titre d'information, c'est du prévisionnel de l'estimé, puisque c'est une dette qui est en partie en taux variable. Voilà, l'année prochaine, on bénéficiera d'une première baisse des taux d'intérêt estimés à 11 millions d'euros, et l'année suivante de 15. Alors pourquoi 15 ? La structure de la dette intègre une PIC, donc un PIC, c'est-à-dire des intérêts qui peuvent se recapitaliser. Et donc l'engagement que nous prenons ici, c'est justement de commencer à la rembourser sur la base de notre trésorerie. Donc c'est un engagement fort, mais on y parviendra. Et vous le voyez, si vous faites par différence, c'est de l'ordre de 3 millions sur l'exercice. La trésorerie, donc l'année a été marquée par une volonté forte de désendettement. Et je vous rappelle que nous avions
et je mets de côté la restructuration de la dette Océane. Nous avions deux grosses échéances sur l'exercice, à la fois l'Ornen pour 19 millions d'euros et l'EuroPP pour une vingtaine. Donc on est à près de 50 millions d'euros de désendettement, de remboursement de dettes sur l'exercice. Et donc, vous le voyez, on a... sur ce compartiment, on s'est désendetté de 50 millions, on a remboursé 50 millions de notre dette, et notre trésorerie, elle, ne baisse que de 30. Voilà, donc c'était vraiment la volonté de consacrer une part de cette trésorerie à ce remboursement. Bien évidemment, ça va se revoir ensuite sur l'endettement, donc avec une diminution forte de l'endettement sur l'exercice. Nous passons à un endettement de 179 millions à 139 millions en dette financière brute et en dette nette de 112 à 102, donc 10 millions de réduction. Voilà, donc la tendance, si je peux dire, c'est amorcé, et donc nous engageons ce désendettement, et ça fait partie des objectifs forts du groupe. Le bilan simplifié, donc élément important à mettre en exergue. Donc il est précisément constitué, ça vous le savez, d'écarts d'acquisition. C'est lié à la stratégie historique d'acquisition du groupe. Mais vous le voyez ici, il faut, voilà, c'est important de regarder cette composante, même si nous sommes en consolidé. Donc on n'a pas les mêmes obligations concernant les capitaux propres sur les comptes consolidés, mais il est important que nous y attachions, enfin, que nous attachions à leur amélioration. Et donc, c'est lié, donc, l'évolution à moins 8 millions d'euros, donc c'est mieux que l'année dernière, hein, mais c'est toujours lié à l'impact du résultat net, lui-même impacté par les résultats financiers. Voilà, pour mémoire, nous étions dans la tendance qui était amorcée à 1 million d'euros positif au semestre. Voilà, mais ce qui est important, c'est la tendance ici. Donc, on a à cœur de s'investir sur l'amélioration continue de ce critère qui est essentiel. Je ne pourrais pas finir cette présentation sans parler de responsabilité sociale, environnementale et sociétale, hein, qui est un élément extrêmement important. Donc c'est toute la dimension extra-financière, auquel aujourd'hui, vous, investisseurs, attachez de plus en plus d'intérêt. Et donc, sachez que nous sommes loin d'être en retard sur le sujet, très investis sur le sujet. Vous avez ici beaucoup d'éléments déjà mis en œuvre par le groupe. Alors on a un petit peu anticipé sur le gros chantier de la CSRD de l'année prochaine. Hein. C'est un nouveau paradigme, et donc il est important de se préparer cette transition. Mais d'ores et déjà, nous avons réalisé notre bilan carbone que vous avez ici. On est quand même médaille d'or, donc on fait partie des 1% de société, donc ce qui est quand même un bel exploit d'ores et déjà, avec clairement une roadmap très claire et des vraies capacités d'amélioration. On a effectué notre double matérialité également, mais c'est une composante de la CSRD pour l'année prochaine. Sachez que c'est fait, que très rapidement on pourra communiquer dessus. Et puis on a travaillé avec Etifinance pour obtenir une notation d'Etifinance. Donc nous sommes à 41% aujourd'hui. Donc c'est un point de départ juste au pied du podium en réalité. Et donc on a à cœur d'y travailler. Et d'ores et déjà, de nombreuses actions ont été mises en œuvre. Et donc on a bon espoir de finir sur le podium dès l'année prochaine. On va y travailler. En tout cas, sachez que c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, et le groupe va développer beaucoup d'actions dans ce domaine. Et donc ça conclut la présentation des résultats financiers qui seront bien plus détaillés dans le communiqué de presse et dans l'URD, bien évidemment, également tout à fait disponible pour répondre à vos questions là-dessus. Et donc je passe la parole à Eric pour qu'on dévoile désormais notre plan stratégique qui, vous en doutez, s'appuie sur ces résultats qui nous semblent très encourageants au terme de cet exercice. Merci beaucoup, Xavier. Bien, écoutez, on m'a demandé, là, évidemment, lorsque on fait ce changement entre les deux présentations, peut-être de parler un peu de cette transition. Hein. 6 mois pratiquement maintenant où je suis arrivé en poste. Vous entendez déjà la première différence. Elle est audible à l'oreille.
Je suis Canadien, j'ai un accent qui est déjà différent de celui qui est ici de base. Ceci dit, ça me donne également l'opportunité d'avoir pu travailler en Amérique du Nord pour différentes sociétés, de comprendre un peu également cette mentalité-là. J'ai eu l'opportunité, évidemment, d'échanger sur une base régulière avec les différentes parties prenantes à l'intérieur du groupe aux États-Unis. Je connais bien évidemment AvantQuest, on vous a parlé des résultats d'AvantQuest, etc. J'ai participé en fait à cette création du business. Donc aujourd'hui, bien, évidemment, je vais vous parler de cette vision un peu de l'organisation. Donc, hyper important pour moi de se redéfinir, de regarder maintenant vers le futur. Donc, aujourd'hui, ce dont je vous parlerai, c'est One Claranova. C'est essentiellement un cap sur la croissance rentable. Et on insistera beaucoup sur ça tout au long de la présentation. Évidemment, c'est quoi One Claranova? C'est Claranova qui entre dans une nouvelle ère. Ça veut dire un conseil d'administration, une équipe de direction ayant la même vision. Ça veut dire également reconnaître l'expérience opérationnelle du groupe. C'est un groupe qui s'est bâti avec des entrepreneurs qui ont un focus sur des objectifs, des chiffres et les performances. One Claranova, ça veut dire également une taille. Une taille, pour moi, ce qui est important, c'est de mettre à profit nos synergies. C'est d'unir nos forces pour faire mieux. Évidemment, tout ça, ça veut dire qu'on focusera sur les actifs stratégiques core du groupe. Au final, pour moi, One Claranova, c'est maintenant inspirer. Je pense que ce groupe a besoin d'inspirer. On a besoin de regarder maintenant en avant de nous, d'inspirer nos gens, d'inspirer nos clients et d'inspirer nos actionnaires. One Claranova, comme je vous mentionnais, c'est un esprit commun. C'est le désir de faire mieux. On a un conseil d'administration qui est renouvelé. Maintenant, on travaille ensemble. La majorité de l'équipe a rejoint Claranova dans les 12 derniers mois. Ensemble également, on détient plus de 25 % du capital de la société. Hyper important pour moi, c'est les gens qu'on réussit à s'adjuger. C'est les joueurs qu'on met dans une équipe. C'est le talent qu'on va chercher. À ce compte, on a renforcé l'équipe de direction de Claranova. Très content d'ailleurs de pouvoir compter sur Beth Burkhardt. Beth, maintenant, travaille pour le groupe à titre de conseillère stratégique et innovation. Elle a passé 12 ans chez Shutterfly à diriger des équipes matricielles, orientées produits, marketing, développement. On a aussi l'opportunité maintenant à mes côtés d'avoir Isabelle Frenette. Isabelle, plus de 2 ans qu'on bosse ensemble chez AvantQuest. Elle a su transformer l'équipe RH. Ils sont venus épauler, en fait, l'équipe de direction pour maximiser le talent, maximiser les structures. Xavier vous parlait plutôt, en fait, des résultats. Bien, en partie de ça, c'est la façon dont on a géré le business chez AvantQuest. C'est cette capacité à développer nos gens. Donc, à elles incarnent, en fait, le talent varié, l'esprit entrepreneurial qu'on veut mettre de l'avant chez Claranova. Le One Claranova, c'est aussi une mission commune. C'est de transformer l'innovation technologique en solutions centrées sur l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire de la croissance rentable. One Claranova reposera sur 3 piliers stratégiques. C'est évidemment une vision à l'opposé du passé. Nous n'aurons plus une approche de holding. Cette ère est terminée. On prendra plutôt une approche opérationnelle, une mentalité d'un groupe plus intégré, d'envergure internationale. Attention, je vais être très clair, ce n'est pas une fusion des entités, mais c'est plutôt mettre à profit nos connaissances, notre taille. Le deuxième pilier, c'est évidemment notre capacité à capitaliser sur l'IA et la data. Au final, on fait tout ça pour conquérir des clients et les fidéliser. Et évidemment, lorsqu'on parle d'un groupe intégré, on parle d'exploiter des synergies. Et ces synergies-là, elles doivent déboucher sur des performances améliorées. Donc, maintenant que je vous ai parlé et je vous ai présenté cette vue plutôt globale de ce que sera le One Claranova, laissez-moi parcourir les piliers un à un. Donc, devenir un groupe mieux intégré à dimension internationale, bien, c'est évidemment cette cassure avec ce qu'on est habitué aujourd'hui,
ou ce qu'on comprend ou ce qu'on voit de Claranova. Claranova, aujourd'hui, c'est 3 business séparés qui opèrent dans de très grands marchés. C'est des business, certes, qui peuvent être enviés. Ils sont très compétitifs dans leurs marchés respectifs et ils ont de très fortes barrières à l'entrée. Cependant, évidemment, ils travaillent en silo. Donc, on a une fondation solide, mais on n'en tire pas pleinement parti aujourd'hui. Demain, la voie est tracée pour l'avenir. L'avenir est clair pour Claranova. L'ADN de One Claranova, elle se développera sur nos activités stratégiques core. Et ces activités stratégiques sont AvantQuest et Planet Art. Ensemble, ce sont des premiers de classe. Ce sont des leaders dominants et qui créeront cette plateforme logicielle d'envergure internationale. Nous voyons des synergies évidentes entre Planet Art et AvantQuest, et c'est une opportunité de rapprocher ces actifs. Ça veut également dire, au final, que la meilleure stratégie pour Claranova, c'est de se focusser sur ces actifs core-là, c'est d'aller exploiter les synergies, c'est de créer cette valeur. Par le fait même, nous croyons que MyDevices et son futur doivent s'exprimer plutôt sous un autre portefeuille, soit avec un autre investisseur stratégique ou financier. Mais aujourd'hui, on annonce qu'on débutera la mise en vente de MyDevices. Pour ce faire, on retiendra les services d'un banquier d'affaires qui est Canaccord Genuity, et ils vont nous aider, en fait, à vendre l'actif dans les prochains mois. One Claranova reposera sur cette excellence opérationnelle. C'est un esprit commun. C'est transformer nos business de bon à excellent. En anglais, souvent, on dit « from good to great ». C'est vraiment cette mentalité-là qu'on va insuffler dans le business. C'est aligner les meilleures parties, les meilleurs éléments de chaque business et de les faire travailler ensemble. Par exemple, vous peut-être naviguez à travers nos produits, vous utilisez certains de nos produits. On a intégré de l'IA dans plusieurs de nos produits, mais on le fait souvent de façon individuelle. Les équipes aujourd'hui ne se parlent pas. Donc, évidemment, partagez ces meilleures pratiques. Regardez les processus d'affaires. Par exemple, lorsqu'on réfléchit à l'IA, c'est une course où tous les joueurs y sont engagés. À partir du moment où on travaille ensemble pour mieux comprendre les bénéfices et d'accélérer ce développement-là, on aura un impact direct dans nos processus d'innovation. On a les briques technologiques aujourd'hui. C'est à nous d'en bénéficier et d'accélérer cette mise en marché à travers nos briques technologiques. Évidemment, je vais vous parler d'IA, je vais vous parler de data parce que ça fait partie de notre DNA. Donc, un des piliers clés de notre nouvelle stratégie, c'est de capitaliser sur l'intelligence artificielle et sur le data. Au final, tout ça nous permettra de conquérir plus de clients et de les fidéliser. Les briques techno dont je vous parlais, on peut continuer à les faire bouger, les bouger plus rapidement, déployer davantage d'initiatives IA gagnantes à l'intérieur de nos produits. On a la chance d'avoir énormément de data points sur nos clients. On a également d'excellents développeurs. On a une architecture IA flexible et plug and play qui nous permettent en fait de prendre de ces initiatives-là et de les réutiliser dans d'autres produits. Donc, les développements à l'IA aujourd'hui qu'on fait sont facilement réutilisables à travers le groupe. Donc, ce sont des leviers qui nous permettront d'accélérer l'intégration de l'IA et de l'innovation et l'exploitation de la data dans nos processus d'affaires. Le résultat final de tout ça, évidemment, ce sont de meilleures décisions. Des meilleures décisions qui vont nous permettre d'améliorer l'acquisition client, d'améliorer les taux de renouvellement qui ont un impact direct sur le lifetime value. Évidemment, le machine learning, c'est l'exploitation de cette data-là. C'est de mieux comprendre les besoins clients, d'être en mesure de faire des relations croisées de ce côté-là. C'est évidemment d'incorporer cette data de façon plus globale dans nos feuilles de route produits. Notre approche sur les modèles, entre autres, d'analyse prédictive, nous permet mieux de modéliser les stratégies de prix. Donc, une stratégie de prix variable, adaptée aux cohortes clients, aura un impact, évidemment, sur notre capacité à mieux convertir, à mieux conquérir le client
et à faire progresser le lifetime value. Je pourrais vous parler en fait encore de plusieurs autres initiatives sur comment est-ce qu'on peut voir la déclinaison de l'IA dans nos produits et comment est-ce qu'on voit également le futur. Parce que l'IA, ça se passe aujourd'hui, mais on regarde l'IA plutôt également dans le futur. Ça veut dire quoi pour l'organisation? Donc, au lieu en fait de vous donner une liste de toutes sortes d'idées qu'on a, j'aimerais maintenant vous présenter en fait 2 vidéos. La première vidéo sera une petite démonstration sur ce qu'on fait déjà aujourd'hui dans l'intégration de nos produits PDF avec l'IA. Et la deuxième vidéo, c'est une proof of concept, donc un POC sur lequel on travaille déjà sur les prochaines itérations et pour vous faire rêver un peu ou imaginer ce que pourra représenter l'IA demain matin dans nos produits. Voici notre nouvel assistant IA, votre aide intelligente dans Soda PDF Online. Grâce à l'assistant IA, vous obtiendrez des informations et des réponses instantanées. Il vous suffit de télécharger votre document pour obtenir des résumés et des réponses à vos questions. C'est une façon intelligente de faciliter votre travail et d'obtenir les informations dont vous avez besoin en un rien de temps. Découvrez dès aujourd'hui cette nouvelle fonctionnalité de Soda PDF Online et apprenez comment elle peut booster votre productivité. Change le ton du dernier paragraphe de la 3e page. Passe de l'incertitude à la confiance en modifiant le texte. Donc, le futur de l'IA chez One Claranova passe aussi maintenant par cette interaction entre la voix, l'humain et l'application. Être capable, en fait, de permettre à l'humain de dire à nos applications ce qu'ils ont envie de faire pour, au final, les amener plus rapidement aux résultats qu'ils recherchaient. Et ça, nous sommes parmi les premiers dans la gestion documentaire à pousser ces innovations-là. Donc, générer de la valeur grâce à l'IA et à la data, bien évidemment, c'est l'exploitation de ces nouvelles technologies, c'est l'exploitation de la data. On est très chanceux, en fait, chez Claranova de façon globale. On a plus de 5 milliards de data points à travers tous nos clients. Donc, chaque visite de site web, d'applications mobiles, chaque page qui sont naviguées, chaque interaction avec les applications constitue de la data. Ça nous permet, au final, des leviers incroyables. Ça nous permet, évidemment, de pousser notre compréhension des parcours clients encore plus loin. Bien, l'exploitation de la data aussi, évidemment, ça va de soi en ce sens où on essaiera de façon assez simple, je vous dirais, de pousser des ventes croisées, par exemple. Un utilisateur d'Inpixio sera sûrement invité dans les prochains mois à commander, par exemple, ses photos sur Planet Art. Donc, de pousser ces ventes croisées-là qu'on a très peu exploitées dans le passé. Mais on veut aller beaucoup plus loin que ça. L'exploitation de la data, c'est aussi comprendre que monsieur et madame X, qui se sont récemment fiancés et qui ont pris des photos, sont probablement, en fait, très sensibles à des offres promotionnelles, soit pour commander un photobook ou commander des objets personnalisés pour, en fait, immortaliser ce souvenir. Donc, tous ces différents aspects de l'exploitation de la data sont là pour créer de la valeur pour Claranova.
Évidemment, un groupe plus intégré qui focalise sur l'expérience opérationnelle doit savoir exploiter les synergies. Les synergies, pour moi, elles ont essentiellement deux angles différents. Il y a des synergies qui sont orientées vers la croissance et l'objectif de One Claranova, ce sera de mieux saisir ces opportunités de croissance-là. C'est de travailler ensemble sur des connaissances complémentaires. Lorsqu'on regarde nos différentes équipes aujourd'hui, ce sont des équipes qui travaillent sur des plateformes similaires, que ce soit Google, par exemple, que ce soit les plateformes de Meta. Il y a des expertises chez AvantQuest qui ne sont pas tout aussi à point chez Planet Art et vice-versa. Donc, rapprocher ces équipes-là pour échanger les meilleures pratiques vont nous permettre effectivement d'améliorer nos retours sur les investissements. Évidemment, je vous ai parlé des briques technologiques, mais aujourd'hui, ces briques technologiques-là, on peut les amener ailleurs et on a déjà débuté à les offrir, par exemple, dans des marchés B2B. Mais on peut faire beaucoup mieux. Donc, vous verrez rapidement, dans les prochains mois, tout autant du côté d'AvantQuest que du côté de Planet Art, beaucoup plus d'initiatives pour offrir nos briques technologiques, soit vers des entreprises, des intégrateurs ou des développeurs. C'est également améliorer de façon générale le revenu moyen par utilisateur. C'est, comme je vous parlais un peu plus tôt, cette capacité à faire des ventes croisées. C'est aussi cette capacité, par exemple, de mettre certains systèmes ensemble, des métiers très similaires, dont le CRM, pour maximiser la performance de tout ça. C'est aussi l'extension et l'expansion dans des zones géographiques. Chez AvantQuest, on vend dans plus de 160 pays dans le monde. Chez Planet Art, aujourd'hui, on vend dans 15 pays dans le monde. Évidemment, on ne parle pas exactement de la même chose. Il y a des défis logistiques avec les produits qui viennent avec Planet Art. Ceci dit, il y a des compétences dans lesquelles on tirera profit de mettre ensemble parce qu'on connaît évidemment comment les consommateurs réagissent dans différents marchés et ça sera mis à profit pour prendre de l'expansion dans d'autres marchés chez Planet Art également. Lorsqu'on parle d'optimiser la performance, comme je vous ai dit, évidemment, il y a la croissance. C'est une façon d'améliorer le résultat au final. Et l'autre option, c'est également une focalisation et un contrôle des coûts. C'est de tirer avantage du développement et de la technologie en mettant des équipes technologiques ensemble qui travailleront sur des projets novateurs et qui amèneront l'organisation ailleurs, on sera plus efficace, on sera en mesure d'en faire plus et à de meilleurs coûts. C'est également tirer parti de nos capacités d'internalisation et de notre taille. Lorsqu'on pense à One Claranova, je vous ai mentionné la taille, on parle d'un business de 500 millions d'euros pratiquement. On parle d'un business souvent dans lequel AvantQuest ou Planet Art traitent en fait avec les mêmes fournisseurs. Mais pour moi, il est évident que maintenant, on doit parler d'une voix unie à ces fournisseurs-là. Au final, ce sera une amélioration des coûts, ce sera sûrement de meilleurs services pour nous et c'est l'organisation qui en bénéficiera. Évidemment, c'est également une réflexion encore plus profonde vers une plus grande internalisation. Chez Planet Art, cette année, on a internalisé encore plus certaines de nos productions. L'objectif du groupe sera de pousser plus loin cette internalisation-là, où ça fera sens. Bien, évidemment, lorsqu'on est focusé sur l'opération, c'est également l'efficience organisationnelle. C'est cette capacité, en fait, d'utiliser la techno aussi, donc l'IA, dans nos processus. De plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que l'IA est également utilisée dans des équipes de développement pour accélérer le développement. Donc, il y a une partie de cette IA-là qui a un impact direct sur les coûts. On utilise déjà, tout autant chez AvantQuest que chez Planet Art, l'IA, entre autres, dans le service client. Et ça nous permet, d'améliorer les taux de satisfaction de service client, et ça nous permet également de leur répondre plus rapidement, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, à de meilleurs coûts. Par exemple, et je fais rapidement ici, quand je vous parlais de grands projets communs, lorsqu'on parle de l'activité CRM, ce sont des métiers identiques. Lorsqu'on réfléchit CRM chez AvantQuest ou lorsqu'on réfléchit CRM chez Planet Art, bien, on utilise souvent des outils qui sont similaires, mais on a des bases de données qui ne sont pas communes. On a même souvent à l'intérieur des organisations, parce qu'on a aussi grandi par acquisition, des bases de données qui ne se parlent pas toujours. On n'a pas toujours les meilleurs systèmes. Donc, l'objectif de tout ça,
évidemment, c'est cette donnée-là. C'est une donnée qui est plus propre, c'est une donnée qui est plus facilement exploitable. C'est de mieux comprendre le client, c'est de mieux le cibler. Oui, c'est un projet qui est énorme, c'est un projet de longue haleine, mais au final, bien fait, ça permet des meilleures campagnes, ça permet des meilleures conversions, ça permet d'amener le lifetime value d'un client à un autre niveau. C'est un type de projet, lorsqu'on parle de synergie pour optimiser la performance, qui a un impact tout autant en termes de revenus qu'en termes de coûts. C'est de l'efficacité qui génère de la croissance et c'est de l'efficacité qui générera également un cost saving. Donc, maintenant, je vous ai fait globalement cette perspective, ce tour d'horizon sur les 3 piliers qui constituent en fait nos piliers stratégiques de ce One Claranova et cette croissance rentable. Tout ça, au final, pour une résultante, c'est d'améliorer nos performances financières. Donc, sur ce segment, je vais laisser Xavier nous parler des performances financières et comment on voit l'amélioration de ces dernières. Alors, donc on l'a indiqué, hein, ce plan One Claranova, c'est clairement de maximiser la valeur actionnariale à long terme. Et ces actions, enfin, cette mission, cet objectif passe par l'optimisation de différents canaux et on en cite 3 ici. Les principaux engagements, c'est de générer de la croissance rentable. Je vais y revenir sur les 3 individuellement, hein, mais générer la croissance rentable, augmenter la profitabilité et renforcer notre bilan. One Claranova implique de travailler également sur des KPI communs. On a trop souvent, on parlait tout à l'heure de CRM, mais c'est un peu la même chose en matière d'outils de pilotage. Donc la mise en place, et c'est un des objectifs forts, de mettre en place ces KPI communs, d'être en mesure de les optimiser, de les challenger et d'être pleinement aligné sur nos objectifs. Et surtout de pouvoir les partager et de pouvoir vous les partager. Si on zoome sur le premier pilier, un pilier de la croissance, générer de la croissance, qu'est-ce que cela comprend? Alors, le premier élément, c'est clairement de maximiser le rendement des investissements dans l'acquisition client. C'est le nerf de la guerre. Si nous avons des clients, si nous sommes capables d'acquérir de nouveaux clients, clairement, nous avons l'expertise, le savoir-faire, les briques technologiques pour proposer des produits et pour fidéliser ses clients. Les fidéliser, c'est bien évidemment d'améliorer ce fameux ARPU, la fidélisation et la répétition des acquisitions de ses clients. Nous avons également, dans cet objectif de croissance rentable, utilisé ces briques technologiques qu'a évoqué Eric tout à l'heure, de façon à les déployer, à les utiliser à destination d'autres partenaires et de développer les activités B2B. Alors on a mis le pied dans ce domaine avec le PDF, avec l'acquisition de PDF Forge. C'est un début, mais nous avons clairement la capacité de détourer ces technologies pour pouvoir les développer. C'est également de pénétrer de nouveaux marchés géographiques. On l'a évoqué de façon assez symbolique sur Planet Art, mais clairement, on a la capacité à se développer dans d'autres pays. On l'a fait progressivement, vous l'avez vu dans les évolutions historiques, mais clairement, on a encore de belles perspectives. Et aujourd'hui, les solutions technologiques, les solutions de délocalisation de production nous permettent de le faire. Bon, le modèle SaaS il est tout à fait adapté, donc c'est également un élément important. On parlait tout à l'heure du nerf de la guerre, hein, c'est notre capacité à avoir une forte croissance grâce à la capacité de conquérir de nouveaux clients, hein, et l'efficacité de nos investissements. Globalement, à chaque fois qu'on investit 1 euro, 1 dollar dans une plateforme, clairement, quelle est l'efficacité de cet investissement. Et c'est clairement une force du groupe. Hein. On le voit ici sur les capacités d'AvantQuest qui génèrent sur du long terme des croissances et des capacités d'acquisition extrêmement fortes. Planet Art, modulo l'impact que nous avons connu post-Covid et impact App Tracking, bien évidemment, est en train de retrouver ces canaux d'acquisition et ces canaux d'acquisition de façon performante et efficace à des bons niveaux de rentabilité. Donc l'enjeu, c'est le partage de la connaissance, le savoir-faire sur ce qu'on a comme efficacité, comme savoir-faire dans ce domaine-là, de façon à optimiser le retour sur nos investissements, marketing et l'acquisition clientèle, ainsi que de capitaliser sur la croissance de nos bases clients à long terme. Partagées, elles seront en plus mieux exploitées et généreront bien évidemment beaucoup plus de rentabilité.
autre pilier, donc augmenter la rentabilité, ça passe par plusieurs axes d'amélioration. Le premier, c'est améliorer la partie produit et obtenir une meilleure lifetime value, comme l'a évoqué Eric. Et ça, c'est bien évidemment cette capacité à partager en interne des produits performants et à capitaliser sur ce savoir-faire. On a également à investir dans les synergies de façon très forte, donc ça fait partie de ces logiques de rentabilité. On a la capacité à se focaliser sur nos savoir-faire et à améliorer notre marge contributive sur notre clientèle. On a également à capitaliser sur la taille, on l'a évoqué, la taille est une force, on a des bases clientèles extrêmement importantes et c'est un élément extrêmement important qu'il nous faut exploiter pour réduire les coûts d'acquisition. Clairement, dans les discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires, la taille est un enjeu, c'est un élément d'augmenter la performance et on le disait tout à l'heure également, des indicateurs clés de performance, c'est un élément extrêmement important, un chantier technique, commercial, financier auquel il faut qu'on s'attache, sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Autre troisième pilier, renforcer notre bilan. Il est bien évident que l'effort commercial, l'effort technologique est essentiel, mais il faut également qu'on se focalise sur des optimisations au niveau de notre bilan. Le premier élément, c'est d'optimiser la gestion de notre cash. On a la chance d'avoir des activités génératrices de beaucoup de cash, principalement en BFR négatif. Et donc, il faut être en mesure de gérer cette trésorerie. Donc, on ira vers une logique de cash pooling de façon à encore mieux gérer les sujets de gestion de change, les sujets de devises. Et donc, ça nous permettra, encore une fois, d'optimiser notre rentabilité. Également, dernier élément, continuer à travailler sur notre dette. On a passé des étapes, passé des caps importants. L'amélioration de notre bilan, l'amélioration de notre situation financière nous permettra de continuer à minimiser l'impact des taux d'intérêt et à réduire le coût de la dette. C'est un axe fort d'amélioration et de renforcement de notre bilan. Au niveau de l'évolution de la dette, vous le voyez, si on se projette donc en 2024-2027, donc on a une baisse tendancielle de notre désendettement naturel, sans aucune intervention. Et au terme de ce plan, en 2027, nous n'aurons plus de rembourser toutes nos dettes, à l'exception des récentes dettes, qui sont les dettes de Cheniere Capital et de la CRLB. Toutes les autres dettes auront été remboursées. Et bien évidemment, c'est l'opportunité et la nécessité de travailler en permanence sur l'optimisation de ce coût et le coût de cette dette-là. Merci Xavier. Évidemment, je pense que lorsqu'on regarde à ce One Claranova, on regarde ces actions qu'on a déjà en fait commencé et entamé à mettre en place, mais comment est-ce qu'on voit le futur pour améliorer notre performance financière? Bien, il faut maintenant se projeter dans le temps. Nous sommes ici aujourd'hui, on se reverra dans 3 ans, et en fait, ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est notre bulletin de notes dans 3 ans. C'est là où on se voit avec ces initiatives, ce travail mis de l'avant sur ces piliers stratégiques et en fait, notre commitment. Donc, à la fin de l'année fiscale 2027, nous atteindrons des revenus se situant entre 575 et 625 millions d'euros, ce qui représentera une croissance de 5 à 8 % année sur année. Le résultat opérationnel courant normalisé se situera entre 13 et 15 %. Donc, c'est ce ROC, cette marge opérationnelle EBITDA. Évidemment, je ne peux pas vous présenter une feuille de route stratégique sans aborder notre performance bilancielle. Il est clair, on le voit, on l'entend, vous nous le dites. Xavier l'a mentionné, cette capacité à gérer la dette, elle est essentielle. Évidemment, je pourrais vous dire, lorsqu'on compare à d'autres grands groupes de tech, lorsqu'on regarde les ratios d'endettement, Claranova ne se situe pas dans la fourchette haute de ce que sont les ratios d'endettement dans la tech. Ceci dit, on ne se satisfera pas de ça. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le ratio d'endettement net, évidemment, en 2023, il était de 3,4. En 2024, il a diminué à 2,2.
ce qu'on vous dit, c'est qu'à la fin de l'année fiscale, ce ratio d'endettement net représentera moins d'une fois l'EBITDA généré par le business. Donc oui, effectivement, nous allons maîtriser cette dette. On va renforcer le bilan, mais on va évidemment améliorer l'efficacité opérationnelle du groupe, ce qui va nous permettre, comme Xavier mentionnait, une meilleure gestion de cash, mais de dégager plus de cash qui nous permettra d'adresser la dette et de continuer à diminuer notre endettement net comme on vous le présente aujourd'hui. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ma façon, c'est la façon de Xavier de voir l'avenir. Ces piliers stratégiques, c'est ceux qui guideront nos décisions, nos actions. Ce que je suis en train de vous dire est assez simple. C'est que nous sommes sur la bonne voie. Je crois dans le potentiel de One Claranova. Nous devenons un groupe intégré d'envergure internationale avec une obsession opérationnelle. Nous avons d'excellents produits. On est animé par l'IA, la data, l'innovation. Nous exploiterons des synergies comme nous ne l'avons jamais fait par le passé pour optimiser nos performances. C'est au final, ce nouveau Claranova, ce sont les bénéfices d'un groupe plus intégré, orienté sur la performance, sur la mesure de la performance, avec des chiffres, parce que c'est avec des chiffres que les opérateurs prennent leurs décisions. Oui, il y a du boulot à faire, mais comme je vous dis, cette voie-là, cette voie du succès, pour nous, elle est tracée. Donc, avant de passer avant la période de questions, j'ai envie de vous laisser plutôt sur une petite analogie. Évidemment, je voudrais faire honneur à mes origines et à mes racines canadiennes. Si on me demandait aujourd'hui de définir Claranova, de parler de Claranova, bien, je vous répondrais comme Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, cette légende du hockey sur glace canadien, a parlé des Oilers d'Edmonton lorsqu'il a joint l'équipe du renouveau. Et ce qu'il a dit aux gens, c'est patiner dans la direction du palais et non pas où il était. Ça veut dire quoi pour nous? C'est que lorsqu'on regarde Claranova, on est tourné vers l'avenir. Merci.